Chaque règle de l'art militaire a été écrite avec le sang de quelqu'un. Derrière chaque interdiction, derrière chaque norme, derrière chaque ligne d'un règlement, il y a une catastrophe précise, des hommes précis et une erreur précise que personne n'a plus le droit de répéter. L'histoire des troupes blindées, c'est l'histoire de la façon dont les machines les plus chères de la planète se sont transformées, encore et encore, en fausses communes, jusqu'à ce que les armées du monde entier en tirent la leçon. Parfois, cela a pris des années, parfois, une seule nuit du Nouvel An. Aujourd'hui, 10 catastrophes après lesquelles on a réécrit les règlements. Péninsule du Sinaï, juin 1967. Au 5 juin 1967, l'armée égyptienne avait rassemblé sur la péninsule du Sinaï 7 divisions, soit près de 100 000 hommes et environ 1000 chars. C'était une force impressionnante, quelle que soit la mesure retenue. Le maréchal Abdel Hakim Amer, commandant en chef des forces armées égyptiennes et ami personnel du président Nasser, était persuadé que les Israéliens n'oseraient pas attaquer. Les Israéliens ont attaqué. Dès les premières heures, l'aviation a détruit la majeure partie des avions égyptiens directement sur leur base. Le 6 juin, les colonnes blindées israéliennes avaient percé les défenses d'Abu Agheila. Quand Amer a reçu le rapport annonçant la chute de cette position fortifiée, il a, selon les témoins de l'époque et les historiens qui ont étudié l'événement par la suite, cédé à la panique. Sans concertation avec les commandants sur le terrain, sans élaboration d'itinéraire, sans calcul du carburant ni du temps nécessaire, il a donné un ordre. Repli général immédiat au-delà du canal de Suez, pour toutes les unités, immédiatement. L'ordre est arrivé dans les troupes sans détail et sans plan. Ce qui a suivi allait devenir, selon les historiens militaires, l'une des retraites les plus catastrophiques de l'histoire des troupes blindées. Les colonnes égyptiennes se sont précipitées vers le canal par plusieurs routes, dont la principale traversait l'étroit défilé montagneux de Mitla. L'aviation israélienne l'a frappé dès les premières heures. La route s'est transformée en un embouteillage de véhicules en flammes. Les équipages abandonnaient leurs engins et repartaient à pied. Quand les troupes terrestres israéliennes sont arrivées au canal, elles ont découvert un spectacle qu'un officier israélien a décrit de la façon suivante. Le désert était couvert de chars abandonnés, comme un parking automobile. Tous ces engins n'avaient pas été touchés au combat. Beaucoup étaient encore techniquement en état de marche. Chez un grand nombre d'entre eux, le carburant avait simplement manqué, parce que personne ne s'était soucié d'organiser la logistique du repli, personne n'avait calculé si le gazole suffirait jusqu'au canal. L'armée égyptienne a perdu 80% de ses chars, de son artillerie et de ses camions en 6 jours. Une partie a été détruite au combat, une autre depuis les airs. Mais une part importante a tout simplement été abandonnée dans le désert, réservoir vide. La règle qui, après cet épisode, est entrée dans les doctrines militaires de la plupart des armées du monde, tient en une phrase simple. Une offensive se planifie en tenant compte du carburant nécessaire au repli. Chaque mouvement d'une colonne blindée doit être garanti par une réserve de carburant, non seulement pour avancer, mais aussi pour reculer. La logistique n'est pas un complément au combat. La logistique, c'est le combat. Le maréchal Amer n'a pas vécu assez longtemps pour tirer les leçons de cet épisode. En septembre de la même année, il a été arrêté pour haute trahison et il est mort dans des circonstances qui restent floues. Kharkov, février 1940. L'ingénieur Mikhail Kochkine savait que son projet était menacé. Le commandement militaire de l'Union soviétique s'opposait aux nouveaux chars, trop coûteux à produire, trop complexes. Ses concurrents faisaient pression en faveur d'autres engins. Le seul moyen de sauver le projet était de le présenter en personne à Staline. Et Kochkine a imaginé une manœuvre qu'aucun règlement militaire n'avait prévue. Il a fait rouler les prototypes par leurs propres moyens, de Kharkov jusqu'à Moscou. L'hiver 1940 a été rude. 2 prototypes qui ne portaient pas encore le nom de T-34, mais la désignation officielle A-34, ont parcouru par leurs propres moyens près de 2000 km sur des routes hivernales. Le 17 mars 1940, les engins sont entrés dans Moscou et ont été présentés à Staline et aux membres du gouvernement sur la place Rouge. L'impression produite a été forte. Mais c'est justement sur le chemin du retour, près de Minsk, que la transmission de l'un des prototypes a lâché. Il a fallu remorquer le char.
C'est ce que Kochkine n'avait pas anticipé dans son calcul. Les modèles de démonstration et les véhicules de série doivent rester des unités distinctes. Une conséquence plus grave encore, Kochkine lui-même, après des semaines passées dans une cabine non chauffée par grand froid, a contracté une pneumonie. En septembre 1940, le mois même où les premiers T-34 de série sortaient des chaînes de montage, il est mort. Il avait 41 ans. La règle qui, après cet épisode, est devenue la norme de la construction de chars soviétiques puis mondiale, tient en une phrase. Un prototype présenté lors d'essais officiels n'est pas un véhicule de démonstration. Les kilomètres parcourus avant la présentation sont des kilomètres volés à l'essai lui-même. Depuis, les prototypes et les modèles de démonstration sont séparés, et aucun ingénieur en chef n'est plus jamais obligé de conduire lui-même sa création à travers tout un pays, en hiver. Flers-Courcelette. Le 15 septembre 1916. Winston Churchill et le lieutenant-colonel Ernest Swinton étaient opposés à l'idée. Quand le maréchal Douglas Haig, commandant du corps expéditionnaire britannique, a exigé d'engager immédiatement la nouvelle arme dans la bataille de la Somme, tous deux ont insisté, c'était trop tôt. Il y avait trop peu d'engins, la conception restait immature, les équipages n'étaient pas assez entraînés. Haig n'a pas écouté. Le 15 septembre 1916, l'armée britannique a utilisé des chars au combat pour la première fois de l'histoire. Sur 49 engins du modèle Mark I amenés jusqu'à la ligne de front, 32 sont parvenus jusqu'aux positions de départ, les autres étant tombés en panne en chemin. Sur les 32 engagés dans l'attaque, 9 ont atteint les positions allemandes. 9 sur 49. Le petit nombre de chars parvenus jusqu'aux tranchées allemandes a produit un effet qui a dépassé toutes les attentes. Un soldat allemand a décrit par la suite ce qu'il avait vu. Entre eux et le soleil étaient apparus des monstres crachant la mort. Le village de Flers a été pris en quelques minutes. Un correspondant d'agence a filmé l'un des chars remontant la rue principale, ce qui est devenu la première photographie de l'histoire montrant un char au combat. Selon les critères britanniques de l'époque, c'était un succès local. Mais Haig avait dévoilé son atout trop tôt. Les Allemands ont récupéré des engins capturés, étudié leur conception et entrepris de développer des moyens anti-chars, ainsi que leurs propres véhicules blindés. La percée qui aurait pu se produire en 1917, avec plusieurs centaines d'engins engagés d'un coup, n'a pas eu lieu. Churchill était furieux. Il a écrit dans ses mémoires que l'emploi prématuré des chars avait privé les Alliés d'un avantage peut-être décisif dans la guerre. La règle devenue un axiome après la Somme, une arme nouvelle s'engage massivement ou ne s'engage pas du tout. Un emploi dispersé ne procure aucun avantage tactique, il ne fait qu'instruire l'adversaire. Cette règle a été appliquée en novembre 1917 devant Cambrai, où près de 400 chars ont attaqué simultanément et percé en une seule journée la ligne Hindenburg sur une profondeur de 12 km. C'est à ce moment-là, et non lors de la Somme, que le monde a compris ce qu'était réellement ce type d'arme. Cambrai, le 20 novembre 1917. Le lieutenant-colonel John Fuller, chef d'état-major du corps de chars britannique, avait conçu un plan censé changer le cours de la guerre. Non pas une pression progressive sur la ligne de défense, mais un choc de masse, 476 engins du modèle Mark IV sur un front de 10 km, sans préparation d'artillerie préalable qui aurait révélé les intentions. La ligne Hindenburg, jugée imprenable, devait céder en une seule journée. Le 20 novembre 1917, à 6h20 du matin, les chars britanniques se sont ébranlés. À la fin de la première journée, ils avaient progressé de 12 km, un résultat qu'on n'était pas parvenu à atteindre en plusieurs mois de combats sanglants. 8000 prisonniers avaient été capturés. À Londres, les cloches ont sonné pour fêter une victoire, une première depuis le début de la guerre. Mais le commandement a commis une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Le général Julian Byng, commandant de la 3e armée, a transformé ce qui devait rester un raid limité en une offensive de grande ampleur, engageant dans la percée la quasi-totalité des forces disponibles et ne laissant presque rien en réserve pour exploiter le succès. La cavalerie, censée exploiter la percée, est restée sur ses positions de départ faute d'ordre clair, en attendant que les routes étroites traversant les barbelés allemands soient dégagées.
À la fin des premières 24 heures, le corps de char avait perdu 179 engins, en panne, touchés ou embourbés dans les tranchées. Les survivants combattaient désormais sans coordination suffisante avec l'infanterie. Le 30 novembre, les Allemands ont lancé une contre-attaque avec 20 divisions fraîches. En 10 jours, ils ont repris presque tout le terrain conquis. L'armée britannique a terminé la bataille au point exact d'où elle était partie, après avoir perdu au total environ 40 000 hommes. La leçon a été formulée sans détour dans les doctrines militaires du monde entier. Une percée sans réserve n'est pas une percée, c'est un piège. Depuis lors, la règle selon laquelle au moins un tiers des forces engagées dans une offensive doit rester en réserve pour exploiter un succès ou contenir une contre-attaque est devenue la norme obligatoire de toute offensive de grande envergure. Cette norme reste en vigueur aujourd'hui. Le col de Al-Faya, le 15 juin 1941. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la doctrine militaire britannique reposait sur une conviction ferme. Les chars combattent les chars. À l'infanterie ses tâches, aux blindés les siennes. Cette séparation paraissait logique sur le papier et s'est révélée catastrophique sur le terrain. En juin 1941, le commandement britannique a lancé l'opération Battle Axe, destinée à rompre le siège de Tobrouk et à chasser les Allemands de la frontière libyo-égyptienne. Le général Wavell a engagé 200 chars dans l'attaque, dont les lourds chars d'infanterie Matilda. Le Matilda était considéré comme invulnérable à toutes les armes anti-chars allemandes jusqu'à ce jour-là. Rommel avait disposé le long du col de Al-Faya 13 pièces anti-aériennes d'un calibre de 88 mm. Des canons anti-aériens. Officiellement, des pièces destinées à combattre les avions. Mais les artilleurs allemands savaient une chose que les Britanniques n'avaient pas encore comprise. Un canon de 88 mm pointé à l'horizontale perçait le blindage du Matilda à 2000 mètres, bien avant que le canon du char ne puisse riposter. Les pièces étaient enterrées dans le sable et camouflées. Les colonnes britanniques ne disposaient d'aucune couverture d'infanterie capable de neutraliser les servants de ces pièces. La doctrine interdisait de mélanger les fonctions. Sur les 17 Matilda qui ont attaqué le col, 13 ont été détruits. L'opération Battle Axe a échoué en 3 jours. Wavell a été relevé de son commandement. Au lendemain de ce désastre, l'armée britannique a admis, pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, ce que les Allemands avaient déjà compris depuis l'Espagne. Un char qui attaque sans infanterie est une cible. Seule l'infanterie peut détruire l'artillerie anti-char ennemie. Seul le trio char, infanterie, artillerie crée un véritable potentiel de combat. Cette règle est entrée dans les règlements britanniques après la catastrophe de Al-Faya et n'a plus changé depuis. Les Ardennes. Décembre 1944. Le 16 décembre 1944, l'armée allemande a lancé ce qu'Hitler appelait la dernière chance de changer le cours de la guerre à l'Ouest. L'opération Wart am Rhein, 3 armées, 200 000 soldats, près de 1000 chars et canons d'assaut. L'objectif était de percer les positions américaines, très étirées dans les Ardennes, d'atteindre le port d'Anvers et de couper en deux les armées alliées. À la pointe de l'offensive se trouvait la 5e armée blindée, avec ses colonnes blindées d'élite. Les premières 24 heures ont produit une percée que les Alliés n'avaient pas anticipée. Des divisions américaines ont été enfoncées ou encerclées. Les unités allemandes de tête se sont enfoncées sur 50 km à l'intérieur des lignes alliées. Mais l'opération portait en elle une contradiction que les planificateurs militaires d'Hitler connaissaient et avaient choisi d'ignorer. L'ensemble de la percée de l'armée allemande ne disposait que du carburant nécessaire à 200 km de combats actifs. Le calcul reposait sur l'idée que les unités de tête s'empareraient des dépôts de carburant américains et poursuivraient leur progression grâce au carburant capturé. Les Américains ont incendié leurs dépôts. Le 22 décembre, en pleine percée, les colonnes de tête de la 5e armée blindée se sont arrêtées. Pas sous le feu de l'ennemi, par manque de carburant. La colonne du groupement de combat Piper, l'offensive allemande la plus réussie de cette bataille, s'est immobilisée près du village de La Glaise, en Belgique. L'Obersturmbannführer Joachim Piper, à la tête de 80 chars et de plusieurs milliers de soldats, a envoyé par radio un message qui a scellé le sort de toute l'opération. Plus de carburant, pont aérien impossible à demander,
repli à pied. Les équipages ont fait sauter leurs engins et se sont retirés à travers les forêts dans le froid glacial. Sur les 6000 hommes du groupement Piper, environ 800 sont ressortis. L'offensive des Ardennes n'a pas échoué parce que les Américains étaient plus forts. Elle a échoué parce que le commandement allemand avait bâti une opération dépendant du carburant capturé sur l'ennemi. La règle qui en a découlé, devenue par la suite la norme de l'Alliance Atlantique et inscrite dans tous les règlements modernes actuels, une opération offensive ne débute pas sans une réserve garantie de carburant pour l'ensemble de l'itinéraire prévu, plus une marge pour les imprévus. Les dépôts capturés ne sont jamais intégrés au plan. Prokhorovka. Le 12 juillet 1943. Le général Pavel Rotmistrov, commandant la 5e armée blindée de la Garde, regardait la carte et comprenait qu'il n'avait pas de bonne solution. Le 2e corps blindé SS allemand, dont la division Leibstandart avec ses chars lourds Tigre, avait atteint Prokhorovka et menaçait de percer la 3e ligne de défense soviétique. Il n'y avait presque aucun moyen d'arrêter les Tigres. Leur blindage frontal résistait aux T-34 aux distances de combat habituelles. Rotmistrov a pris une décision qu'on qualifiera par la suite à la fois d'exploit et de catastrophe. Il a ordonné d'attaquer à pleine vitesse, en venant au contact rapproché de l'ennemi, de manière à annuler l'avantage de portée des canons allemands. 840 engins soviétiques sont partis à l'attaque contre environ 300 Allemands. Le 12 juillet 1943, le champ de Prokhorovka s'est transformé en ce que les documents soviétiques appelaient un chaos de feu. Sur un front étroit d'environ 8 km de large, des centaines de chars se sont affrontés. Les T-34 parvenaient effectivement à se rapprocher des Tigres, et certains d'entre eux pouvaient alors toucher l'adversaire par le flanc. Mais ce rapprochement coûtait extrêmement cher. Les engins soviétiques traversaient un terrain découvert sous le feu de l'artillerie anti-char allemande, sous les frappes de l'aviation et dans la fumée de leurs propres véhicules en flammes, qui perdaient leurs repères et percutaient les chars ennemis presque à bout portant. Au soir du 12 juillet, la 5e armée de la Garde avait perdu 222 T-34, 89 T-70 légers et plus de 200 engins supplémentaires endommagés. Le corps SS allemand avait perdu entre 60 et 80 engins endommagés ou détruits, des pertes sans commune mesure. Rotmistrov n'en avait pas moins accompli sa mission. L'offensive allemande avait été stoppée. C'est là, et non dans un combat à armes égales, que résidait le véritable sens de Prokhorovka. Le commandement soviétique avait acheté l'arrêt de la percée au prix de pertes énormes. La leçon que la doctrine militaire soviétique, puis russe, a tirée de cette bataille est simple et sans détour. Une attaque frontale contre un adversaire manifestement supérieur n'est admissible que lorsque toutes les autres options sont épuisées. Attaquer le point faible, et non le point fort, est devenu un principe fondateur du règlement blindé soviétique, puis occidental. Un principe qui n'a pas été formulé dans un état-major, mais sur le champ de Prokhorovka, payé par des centaines de véhicules en flammes. La péninsule du Sinaï et le plateau du Golan. Octobre 1973. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie ont porté contre Israël une attaque coordonnée. Dans le Sinaï, les troupes égyptiennes ont franchi le canal de Suez sur des ponts flottants avec 1600 chars. Sur le plateau du Golan, 1400 engins syriens se sont abattus sur 2 brigades israéliennes disposant d'environ 170 chars au total. Pendant les 2 premiers jours, les blindés israéliens ont subi des pertes que personne n'avait anticipées. Les fantassins arabes engageaient le combat avec des missiles anti-chars soviétiques Malyutka et des lance-roquettes. Légers, bon marché, portables par un seul homme, ils perçaient le blindage des engins israéliens à répétition. Les Israéliens ont perdu jusqu'à 40% de leur groupement blindé du front sud pendant les 2 premiers jours. Mais les chars soviétiques brûlaient différemment. Quand un missile Malyutka ou un obus perçait le flanc d'un T-55 ou d'un T-62, il se produisait un phénomène que les observateurs ont d'abord pris pour une autodestruction. La tourelle s'envolait à la verticale dans un fracas assourdissant, parfois sur plusieurs dizaines de mètres, avant de retomber à côté de la caisse. L'équipage n'avait pas le temps de comprendre ce qui se passait.
Ce phénomène a reçu le nom d'effet diable à ressort. La cause était structurelle. Dans les chars soviétiques, les munitions étaient stockées dans un chargeur automatique en carrousel, disposé en anneaux autour du fond de la tourelle, tout près de l'équipage. Quand la caisse était percée, un obus détonnait. Il enflammait le suivant. La pression croissante à l'intérieur de la caisse étanche ne trouvait qu'une seule issue, la couronne de tourelle, le point le plus faible de la construction. La tourelle s'envolait. Les ingénieurs américains qui ont étudié les rapports de la guerre du Kippour ont reçu un cahier des charges clair. L'équipage doit survivre même si les munitions détonnent. Lors de la conception du char M1 Abrams, entré en service en 1980, les munitions ont été reportées dans un compartiment isolé, dans la niche arrière de la tourelle, séparée de l'équipage par des portes blindées. Au-dessus du compartiment, des panneaux d'évacuation dirigent l'explosion strictement vers le haut et vers l'extérieur. Un règlement strict a été instauré en même temps, toujours en vigueur aujourd'hui. La porte du compartiment à munitions doit rester fermée en permanence, sauf pendant la seconde où le chargeur saisit un obus. Ce règlement découle directement d'octobre 1973. Chaque fois qu'un chargeur dans un Abrams referme cette porte derrière lui, il applique une règle écrite par les tourelles des chars soviétiques qui se sont envolés au-dessus du Sinaï. Grozny, le 31 décembre 1994. Le ministre de la Défense russe, Pavel Gratchev, avait promis de prendre Grozny avec un seul régiment aéroporté, en 2 heures. Dans la nuit du Nouvel An, des colonnes de plusieurs milliers de soldats sont entrés dans la ville. 7 régiments motorisés, 2 bataillons blindés équipés de T-72 et de T-80, ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes. Le commandement s'attendait à une progression facile. La 131e brigade distincte de Maïkop, plus de 1000 hommes, est entrée dans le centre-ville et s'est dirigée vers la gare. Les équipages ne disposaient d'aucune carte à une échelle plus précise qu'un 100 millième, ce qui, pour un combat urbain, revenait à ne disposer d'aucune carte du tout. Certains officiers dessinaient les plans des rues à la main, sur du papier, au fur et à mesure de leur progression. Les Tchétchènes avaient retiré les panneaux de signalisation des rues et les avaient replacés de façon à désorienter l'adversaire. Les combattants tchétchènes ont ensuite fait ce qu'aucun règlement ne leur avait enseigné, mais qui s'est révélé mortel au possible. Ils ont laissé la colonne s'avancer jusqu'au centre, l'ont laissé passer, puis des tireurs de lance-roquettes ont détruit simultanément le premier et le dernier véhicule. La colonne s'est retrouvée piégée au milieu de rues étroites. La doctrine soviétique prévoyait de contourner les villes, non de s'y engager. L'infanterie n'avait pas été entraînée au combat urbain. Les soldats ne sortaient pas de leurs véhicules, ils avaient peur. Les canons des chars ne pouvaient pas s'élever assez haut pour tirer sur les étages supérieurs, d'où les Tchétchènes faisaient feu, ni s'abaisser assez bas pour tirer sur les sous-sols. Au 3 janvier 1995, la 131e brigade avait perdu près de 800 hommes, tués ou capturés. 20 des 26 chars et 102 des 120 véhicules blindés avaient été détruits ou abandonnés. Sur plus de 1000 soldats, environ 160 sont ressortis indemnes. 2 semaines plus tard, l'armée russe est revenue à Grozny, mais avec une tactique différente. Cette fois, l'infanterie avançait devant et sur les côtés, nettoyant les bâtiments. Les chars la suivaient en appui-feu. L'artillerie travaillait méthodiquement, quartier par quartier. Les canons anti-aériens automoteurs Shilka, avec leur cadence de tir élevée, brûlaient les positions aux étages supérieurs, seule arme dont les tubes pouvaient s'élever suffisamment haut. La règle, entrée dans tous les règlements militaires après Grozny, tient en quelques mots. Un char sans infanterie est un cadavre. Dans un combat urbain, les blindés ne mènent pas l'assaut, ils le couvrent. Les blindés n'avancent pas en premier, l'infanterie avance en premier. Ce principe a coûté des milliers de vies à l'armée russe avant d'être enfin inscrit dans les textes. Irak, avril 2003. Au printemps 2003, l'Abrams était le char de série le mieux protégé au monde. Son blindage composite en couches à base de céramique spéciale résistait aux coups de pratiquement tous les obus anti-chars existants à l'époque. Pendant les combats de l'opération Tempête du désert en 1991, aucun Abrams n'avait été détruit par le feu ennemi. C'était un engin à bord duquel l'équipage pouvait, semblait-il, se sentir invulnérable. Mais dans les combats de rue de l'Irak, en 2003,
les Abrams ont commencé à brûler autrement que prévu. Une partie des pertes provenait d'une autodestruction. Non pas de l'arme de l'ennemi, mais de leurs propres munitions. L'enquête a établi un schéma récurrent. Dans les moments de forte tension, au milieu d'une fumée épaisse, sous le feu, les chargeurs ne refermaient parfois pas la porte du compartiment à munitions après avoir pris un obus. Une seconde d'inattention. Quand une grenade explosait à proximité ou qu'un liquide incendiaire atteignait le compartiment ouvert, tout le stock de munitions partait en chaîne. La construction fonctionnait comme prévu. Les panneaux d'évacuation dirigeaient l'explosion vers l'extérieur, l'équipage survivait le plus souvent. Mais l'engin était mis hors service de façon définitive. L'armée a mené une analyse. Elle n'a pas reconçu le char. Elle n'a pas modifié le compartiment à munitions. Elle a publié un ordre simple, catégorique, obligatoire à tous les niveaux. La porte du compartiment à munitions reste fermée en permanence. Elle ne s'ouvre que pour prélever un obus. Elle se referme aussitôt. Enfreindre cette règle constitue une faute disciplinaire grave, quelles que soient les circonstances. Cette règle s'applique aujourd'hui encore dans l'armée des États-Unis et dans toutes les armées qui utilisent l'Abrams. Elle a l'air d'une simple formalité. Derrière elle, il y a des engins en flammes dans les ruelles de Bagdad et une arithmétique toute simple. Une seconde avec la porte ouverte peut coûter la vie à un équipage. 10 catastrophes, 10 règles. Aucune d'entre elles n'est née dans un état-major penché sur une carte. Toutes ont été écrites là où des engins ont brûlé et où des équipages sont morts. La prochaine fois que vous verrez du matériel militaire défiler, parfaitement entretenu, peint de façon impeccable, sachez ceci. Chaque rivet, chaque procédure d'entretien, chaque ligne d'un manuel d'emploi au combat, c'est la catastrophe de quelqu'un que l'on a décidé de ne plus jamais répéter.